Un sujet très important et sujet qui hérisse des fois même les poils parce que c'est délicat quand on parle de santé et de responsabilité en même temps. Il faut savoir situer pour la tautologie véritablement les responsabilités. Bonjour Monsieur Landry Couillot. Bonjour. Bienvenue. Merci. Conseiller juridique, avec vous on parle de ce sujet, la responsabilité médicale et hospitalière dans leur définition étymologique. Pourrons-nous les situer maintenant? Déjà, qu'est-ce que c'est que la responsabilité? La responsabilité est la situation juridique en vertu de laquelle l'on emmène quelqu'un du fait des actes qu'il a accomplis à pouvoir y répondre. J'ai accompli un acte et si cet acte est dommageable, il va falloir répondre de mes actes. Donc prouver que l'acte effectivement est celui que j'ai accompli et que cet acte-là a causé un dommage à quelqu'un. Par voie de conséquence, si cette personne en souffre, il va falloir que vous réparez le dommage. Vous pouvez le réparer en allant en prison parce que cela est prévu par le code pénal ou alors vous lui versez des dommages et intérêts, donc une somme d'argent qui va équivaloir à la souffrance. En réalité, ce n'est pas une équivalence mathématique, mais qui va se rapprocher de la souffrance que connaît cette personne-là. Et alors, au niveau de la responsabilité, il faut savoir qu'en matière médicale ou hospitalière, il y a que pendant des années, pendant très longtemps, l'établissement hospitalier, qu'il soit privé ou public, et même le médecin bénéficiait d'une protection des juges. On estime que la santé est chose vraiment difficile. D'ailleurs, le médecin voit peser sur lui non pas une obligation de résultat, mais une obligation de moyens. Il n'a pas l'obligation de vous guérir, mais de faire tout ce qui est en son pouvoir pour que vous soyez guéri ou que vous sortez de votre maladie. Ouais. Pour avoir de conséquences, pour s'assurer du bon fonctionnement du service de santé publique et aussi permettre aux médecins de pouvoir travailler en toute liberté, ils bénéficiaient d'une véritable protection pour pouvoir engager la responsabilité de l'établissement de santé, qu'il soit privé ou public ou du médecin. Il va falloir apporter une preuve qu'il a commis une faute lourde, une faute particulièrement grave, que ce soit une faute de fonctionnement ou de dysfonctionnement du service de santé ou la faute même qui procède même de l'attitude du médecin. Mais aujourd'hui, depuis le début des années 2000, peut-être avec le succès des séries ou des longs métrages qui nous plongent dans l'univers médical, on se rend bien compte qu'il y a un basculement de la politique jurisprudentielle, donc de l'attitude du juge et bien sûr du législateur, un peu partout dans le monde, où l'on accorde une meilleure protection aux patients ou aux usagers. Patients parce que vous êtes dans un établissement de santé privé, donc une clinique, usagers parce que vous êtes dans un hôpital public. Dans tous les cas, vous êtes une personne humaine, vous allez requérir l'appui ou bien l'attention d'un médecin afin qu'il puisse porter son regard sur vous parce que vous vous sentez mal. Il va établir un diagnostic et de ce diagnostic-là déterminer des actes de soins. Il va falloir que celui-ci fasse très attention dans ce qu'il va vous prodiguer comme soins parce que c'est vous qui bénéficiez désormais de la protection maximale du droit. Alors, responsabilité donc médicale, responsabilité hospitalière aussi? Oui, bien sûr. Ce sont deux situations qui bénéficient bien sûr du même corpus des lois, des règles, mais qu'il faut pouvoir distinguer. On dit médical parce que c'est le médecin, le praticien qui va supporter la responsabilité. Hospitalière lorsqu'il s'agit de faire peser la responsabilité sur l'établissement de santé. Alors, il faut bien distinguer les fautes. Bien sûr. On parle de responsabilité hospitalière lorsque la faute incombe à l'établissement. Et quel genre de faute? Lorsqu'on estime qu'il y a une maladministration, mauvaise organisation du service de santé. Ce serait par exemple qu'il y ait un défaut au niveau du personnel. Il y a trop peu de personnes pour pouvoir accueillir et prendre en charge les malades. Ou alors que la charge de travail est bien trop importante au point où l'infirmier ou la fille de garde s'est endormie alors qu'on a un malade qui est en train de faire une crise ou qui est en train de convulser. Elle doit être fatiguée. Elle est là depuis 48 heures. Il n'y a personne pour faire un roulement, un remplacement. C'est ça aussi. C'est aussi le fait, par exemple, qu'au niveau de ce service de santé-là, on n'ait pas la possibilité de très bien organiser les dossiers, que certains dossiers se perdent. Par voie de conséquence, le médecin se trompe en administrant un médicament qui n'est pas celui que devrait recevoir le patient. Il y a la faute aussi de service, c'est-à-dire que le fonctionnaire ou le médecin qui
officie dans cet établissement-là, à l'occasion de son travail, va commettre une erreur. Laquelle erreur n'est pas franchement une erreur qui est faite de manière préméditée, pas qu'il ait fait de manière intentionnelle, mais qu'il ait commis une faute d'inattention ou de négligence, et que cela ait causé du tort. Lorsqu'on a ces deux fautes qui sont commises, on parle de responsabilité hospitalière. Parce que lorsque vous allez vous plaindre, que vous allez saisir soit le juge administratif ou le juge civil, la personne qui va faire face à la justice et qui devra payer, ce n'est pas le médecin, ce n'est pas le service, non, ce n'est pas le médecin, encore moins le fonctionnaire, parce que ce n'est pas que des médecins qui travaillent dans les établissements de santé. Il peut s'agir d'un comptable, il peut s'agir d'un technicien de surface, mais ici, c'est l'établissement qui paiera. Or, on parle de responsabilité médicale lorsque c'est le médecin lui-même qui est épinglé. Il y a 3 types de fautes qu'il pourrait commettre, qu'on pourrait lui déceler. La première faute, c'est une faute de compétence, faute technique. Soit on est un médecin qui est véritablement incompétent, soit parce qu'il n'a pas la formation, soit parce que celui-ci a fait preuve de négligence absolue. Il ne sait pas ce que c'est qu'être un médecin parce qu'il n'a pas l'art, la pratique de la médecine en tant que telle. Il y a la faute de défaut d'humanisme. On demande au médecin, au cours de sa formation, de faire sien le serment d'Hippocrate. Pas le serment d'Hypocrite, hein, mais le serment d'Hippocrate. Cela veut dire qu'il faut manifester de l'empathie lorsque vous portez votre attention sur un malade. Mais lorsque vous avez un médecin qui vous soigne avec mépris, négligence, ou que celui-ci manifeste un détachement total de son malade, et que celui-ci, donc le malade, va en subir bien sûr des dommages, on estime que le médecin fait une preuve de faute, commet une faute de défaut d'humanisme. Et la troisième faute qu'un médecin pourrait commettre, c'est l'acte totalement illégal. En Côte d'Ivoire, on estime que l'interruption volontaire de grossesse, pour des causes autres que légitimes, serait par exemple pour question de santé ou question de viol, est une faute, est une infraction. À la limite, c'est un crime. Mais le médecin qui s'y adonne, parce qu'il voudrait arrondir ses fins de mois et mettre du beurre dans ses épinards, commet une faute illégale. Donc voici les 3 types de fautes qui nous permettraient d'engager la responsabilité du médecin. La faute de compétence, la faute de défaut d'humanisme et puis la faute illégale. C'est très bien. Merci pour tous ces exemples et les fautes ici libellées. Mais le préalable pour pouvoir enclencher une procédure, c'est leur constatation. Comment se fait finalement la constatation d'une erreur, d'une faute médicale par soit le patient ou l'usager de sa position de profane finalement? Très bonne question. Parce qu'en réalité, pour engager la responsabilité de quelqu'un ou de quelque chose, il va bien falloir établir l'existence du fait générateur, ensuite du dommage et du lien de causalité. Ici, la difficulté serait que le simple citoyen que je suis, qui ne sont pas professionnel de médecine, et qui constate et qui connaît un dommage à l'occasion d'une intervention chirurgicale et qui voudrait bien sûr obtenir réparation, soit parce que lui-même il en est la victime ou ce soit un parent. Comment va-t-il s'y prendre? Il y a 2 moyens. Le premier moyen, c'est l'effectivité de la faute qui doit être prouvée par celui qui se plaint. Ici, on aurait peut-être connu un blocage au niveau de l'administration qui refuserait que vous ayez accès à des informations. Mais c'est simple. Si vous engagez la responsabilité administrative de l'établissement public, donc devant le juge administratif, ou alors la responsabilité du médecin devant le juge judiciaire, vous pouvez obtenir en référé une ordonnance qui va désigner un expert, lequel pourrait bien sûr pénétrer l'espace administratif et juger ou expertiser ou évaluer la diligence et le bon fonctionnement de cet établissement. À simple réquisition, il obtiendrait toute la documentation possible. Personne ne lui fera obstacle. Donc, vous pouvez saisir le juge en référé et dans une ordonnance, il va désigner un expert. Mais il y a certaines situations où vous n'avez même pas besoin, bien sûr, d'aller si loin que ça. C'est très simple. Oui. Cela veut dire que la présomption, c'est quoi? La présomption, c'est le fait d'inverser la charge de la preuve. Normalement, c'est vous qui devez prouver qu'il y a une faute. Mais si vous évoquez des situations où la présomption vous est admise, c'est plutôt au défendeur de prouver qu'en réalité, ce que vous lui reprochez n'est pas chose évidente, n'est pas chose faite ni établie. Premier cas, il y a la présomption dite irréfragable, où on n'a même pas besoin de faire la preuve contraire. Lorsque vous êtes dans une situation de vaccination obligatoire, il y a des vaccinations qui sont obligatoires partout dans le monde. Et que, dans ce cas-là, vous souffrez d'une hépatite B. S'il se trouve que c'est du fait de votre vaccination obligatoire à laquelle vous avez participé et que vous souffrez de l'hépatite B, l'État paye systématiquement. On n'a pas besoin d'aller plus loin.
Second cas d'une présomption dite simple, où le défendeur, donc celui qui est accusé, peut faire la preuve contraire. Ce serait par exemple le cas en matière d'intervention chirurgicale. Il est imposé à l'administration ou à l'établissement hospitalier de vous faire signer un document dans lequel il est inscrit ce pourquoi vous subirez l'intervention chirurgicale et les différentes conséquences. Et lorsqu'on formule ce document, on ne le fait pas en des termes généraux et évasifs. Il faut préciser avec suffisamment de certitude et de netteté les différentes conséquences que peut subir cette personne-là à l'issue de cette opération d'intervention chirurgicale. Si l'acte n'a jamais été produit ni signé, ou alors que le texte est lui-même formulé en des termes évasifs, par voie de conséquence, il va se trouver que l'établissement hospitalier sera poursuivi et va pouvoir payer pour le dommage que subit le patient. Bien sûr, voilà qui est bien noté et clair. On reviendra à vous dans quelques instants donc pour poursuivre sur ce sujet très intéressant et très important. Mais on a posé la question aux populations, eh bien, les erreurs médicales, qu'est-ce que c'est? Eh bien, les populations se prononcent. Une erreur médicale, c'est une maladresse, c'est une action, une inadvertance qui peut amener, par exemple, à une fatalité. Il y a des erreurs, par exemple, qui ont été commises sur des tierces personnes, où, par exemple, des médecins oublient des bistouris dans le ventre de choses, comme on appelle ça, du patient. Après avoir réalisé l'intervention, ben, il recoue le ventre et il oublie totalement le bistouri dans le ventre. Erreur médicale, c'est s'il y a l'opération qu'on doit faire et la personne a mal fait, ou il devait couper, s'il n'a pas coupé, il a coupé ailleurs, ça devient l'erreur. Quand on parle d'erreur médicale, pour moi, c'est que la personne s'est trompée sur, par exemple, quand tu veux prescrire, comme on appelle, une ordonnance, et au lieu de mettre le nom du médicament qui peut soigner la personne, il peut mettre un autre nom. Ça, c'est une erreur médicale. Et j'ai entendu beaucoup. Il y avait une femme même qui était malade et elle allait à l'hôpital. Vraiment, des médecins avaient souligné plusieurs maladies. Mais après, il s'est révélé que la femme ne souffrait même pas de ces maladies. Moi, par exemple, il y a une amie qui était confrontée à une situation. On lui a dit de faire ses tests. Il est parti faire un test et on lui a dit qu'il était séropositif au test de VIH-Sida. Et ça n'allait pas au fur et à mesure. Il prenait les traitements, ça n'allait pas. Et lorsqu'il est parti revoir un ami qui lui a parlé de refaire le test ailleurs, il a fait le test ailleurs, on lui a dit qu'il était séronégatif. Une erreur médicale, c'est lorsque un personnel de la santé pose un faux diagnostic vis-à-vis d'un malade. Et lorsque le diagnostic est faux, ça veut dire que le traitement aussi sera faux immédiatement. À ma femme, c'est arrivé. Elle était en grossesse. Pendant sa grossesse, elle allait faire ses examens et on lui a demandé les tests de glycémie. Donc elle allait faire l'analyse et c'était avéré qu'elle était à 2%. Maintenant, ne croyons pas à ça parce que chaque fois comme elle met les dripano, sachant ça, elle partait toujours faire ses examens. Donc on n'était pas convaincus. Et elle est repartie pour revoir ça à l'hôpital et ils ont refait l'examen. Après, ils nous ont donné notre papier d'aller dans une clinique pour refaire ça. Et quand on a refait, ça a trouvé que son taux était normal. En tout cas, on a à partir de cette palette d'intervention plusieurs courants de pensée selon la définition de l'erreur médicale. On va se baser sur ça et puis quand même faire l'état des lieux. Quant aux marges d'erreur, il n'y a pas de science exacte. On peut être dans un cadre d'une erreur qui fait partie de la marge d'erreur. Est-ce que la responsabilité incombe dans ce cas-là aux praticiens ? Lorsque la marge d'erreur est raisonnable, c'est-à-dire que le praticien n'était pas en situation de pouvoir déterminer effectivement de quoi souffrait le malade. Vous avez des praticiens qui travaillent dans des établissements où il manque de tout. Lorsqu'on doit établir un diagnostic, on ne le fait pas à vue. Oui. Très souvent, il va falloir avoir une batterie d'analyses.
il va falloir avoir un dispositif qui fonctionne. Tout le matériel qu'il faut. Tout le matériel. Mais s'il ne dispose pas de cela, on ne peut pas demander à celui-ci de faire preuve d'art divinatoire. Par voie de conséquence, ce ne serait pas sa responsabilité à lui, ce sera la responsabilité de l'établissement. Or, si l'établissement est public, c'est la responsabilité de l'État. Oui. C'est l'État qui paye pour ça. Il n'y a pas de souci à ce niveau-là. Mais lorsqu'on a affaire à un médecin qui veut vous nuire particulièrement... Et comment il a pour vocation d'apporter des soins, le médecin? Il peut se trouver, on exige du médecin que quand bien même il est en face de lui son rival contemporain ou passé. Il puisse le traiter non pas comme étant son rival, mais il puisse le traiter comme étant un patient. Ce n'est pas dans tous les cas, mais... Oui, ce n'est pas dans tous les cas, mais ça arrive. Il y a eu des cas de jurisprudence où on a eu des médecins qui ont injecté de l'eau au lieu d'avoir injecté le produit qu'il faut, tout simplement parce qu'il avait en face de lui son rival. Mais c'est un règlement de compte, tout simplement. Mais justement, à ce niveau, à ce moment précis, l'établissement n'a plus sa responsabilité, c'est le médecin lui-même qui est engagé. Juste pour dire qu'on a en face de nous des êtres humains qui sont des médecins et qui, du fait de leur humanité, peuvent commettre des erreurs. Mais il faudra évaluer cette erreur-là. Est-ce que c'est une erreur que commettrait tout être humain dans la situation dans laquelle il se trouve, ou c'est une erreur que l'on ne saurait lui pardonner parce qu'en tant que professionnel, il est formé pour ne pas la commettre. Alors, maître, on va terminer dans pas trop longtemps, il est presque l'heure. Donc, c'est vrai qu'on parle de la responsabilité médicale et hospitalière, on est très tourné vers les médecins et même les établissements aussi. Et si on allait un peu voir chez le patient, est-ce qu'il existe une charte hospitalière pour le patient? Celui laquelle? Bien sûr, on exige du patient. Ouais. C'est vrai qu'il bénéficie d'une forte protection, il est dans une situation psychologique qui fait qu'on ne peut pas attendre de lui qu'il ait un comportement raisonnable, sauf qu'on exige quand même de lui qu'il ait de la courtoisie. C'est un patient, donc il faut être patient. Parce qu'un patient qui est un patient, il y a un problème. Oui. Vous comprenez? C'est parce qu'il doit être patient qu'il est appelé patient. Qu'importe l'urgence? Non. En cas d'urgence, par exemple, même lorsqu'il y a une urgence, il faut savoir que vous n'êtes pas le seul dans l'urgence. Et souvent, les établissements, aussi bien équipés qu'ils soient et aussi bien organisés, font face à des situations qui exigent que vous fassiez l'œuvre de patience. Mais lorsque votre patience est éprouvée au-delà du raisonnable, à ce moment, vous pouvez vous plaindre. Mais la plainte que vous formulez doit se faire de manière disciplinée. C'est en cela que nous demandons à ce que dans tous les établissements de santé publics ou privés, il y ait des véritables services juridiques. De véritables, pas que administratifs, mais juridiques, où le patient ou son représentant, celui qui l'accompagne, peut formuler la plainte pour dire « je me réclame telle situation, je conteste telle situation parce qu'elle n'est pas normale, elle n'est pas conforme aux lois ou aux droits qui m'est accordé ». En tout cas, c'est plusieurs informations comme ça qu'il faut avoir avant de se rendre dans un centre de santé pour pouvoir être aguerri à toute éventualité. Merci infiniment, Maître Landry Couillot, pour votre partition et votre contribution à ce sujet ce jour. Merci à vous également, chers téléspectateurs, d'être restés en notre compagnie depuis 6h25. On se reverra demain. Bien sûr, et demain, rebelote encore avec un autre programme sur la chaîne qui rassemble. Merci à toutes nos équipes qui ont travaillé sur cette émission. Merci à Konema Sanjay à la réalisation. Au revoir et à demain.